Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, comment utiliser mieux les écrans à la maison, quelles sont les règles à adopter, aussi les conseils à suivre pour un usage maîtrisé du numérique dans les foyers. Quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec la série La famille tout écran, et on va regarder un épisode juste après ça ensemble. Et puis elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui, qui nous accompagne tout au long de cette émission. Jeanne, on fait aujourd'hui avec vous un voyage spatio-temporel jusqu'aux origines de la Terre, puisque vous nous conduisez dans la nouvelle expérience en réalité virtuelle du Muséum d'histoire naturelle de Paris, intitulée Monde disparu. Absolument, je vous donne un aperçu de cette expérience absolument hallucinante à la découverte de nos origines, tout à l'heure Philippine. Et puis l'âge minimum officiel pour s'inscrire sur une plateforme sociale est fixé à 13 ans, mais ça n'empêche pas les plus jeunes de s'y inscrire et d'y être actifs. C'est dans ce contexte que l'étude Born Social, une étude réalisée par l'agence Even en partenariat avec l'association Génération Numérique, revient cette année, après 8 ans, avec de nouveaux enseignements sur les comportements des jeunes en ligne. On en parle avec notre invité du jour, Emmanuel Berne. Vous êtes directeur des études chez Even. Bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur ce plateau. On en parle dans un instant, mais d'abord, place au focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique au sein des foyers avec notre partenaire Le Clémy et la série La famille tout écran. On regarde tout de suite un épisode ensemble. Après un long voyage, la licorne rentra au château et fut acclamée par tout son peuple. Et elle resta à jamais une légende dans tout le royaume. Venez, ma chérie. Alors? Ça y est, elle dort comme un loir. Pitié, il veut pas aller se coucher, j'en peux plus. Plus il me regarde, moins il a sommeil. Et demain, il aura la tête en vrac et moi, la batterie à plat. Ils ont beau avoir des journées stressantes, à courir partout et à faire 1000 choses, une belle histoire, et hop, dodo instantané. Après un long voyage, la licorne rentra au château et fut acclamée par tout son peuple. J'arrive pas à croire que je viens de faire ça. Je sais que vous pouvez lire des livres sur vos écrans. Mais je l'avoue, un livre en papier, ça fait moins mal aux yeux que moi. Et surtout avant d'aller se coucher. Et vous verrez que vous dormirez bien mieux. Chérie, tu veux bien me raconter ta journée au boulot? Ah, bien sûr. Alors, ça a commencé avec une réunion stratégie et action synchronisée à adapter au BTP et solutions de post-crossing. Et ensuite, Michaud, le directeur du personnel que j'avais jamais vu jusqu'à... Chaque année, l'étude Born Social réalisée par l'agence Even décrypte les usages numériques des enfants de moins de 13 ans sur les réseaux sociaux. Et depuis 8 ans, invariablement, les enfants, 200 enfants qui sont interrogés, indiquaient une augmentation de l'usage des réseaux sociaux, justement. Mais pour 2023, la tendance s'est inversée et pas qu'un peu. On va en parler justement dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Emmanuel Berne, vous êtes directeur associé de l'agence Even. Selon une enquête de la CNIL en 2021, la première inscription sur un réseau social intervenait en moyenne vers l'âge de 8 ans et demi, ce qui est déjà très tôt. Plus de la moitié des enfants de 10 à 14 ans seraient déjà présents sur ces plateformes. Quel est votre constat aujourd'hui ? Alors, le constat, c'est qu'ils y sont. Oui, bien sûr, on est tout à fait d'accord avec ce constat de la CNIL. Ouais. C'est d'ailleurs le premier enseignement de notre étude, c'est que les enfants sont toujours présents sur les réseaux sociaux alors qu'ils n'ont pas le droit d'y être. C'est marqué de façon très claire sur les conditions générales d'utilisation des plateformes et pourtant ils y sont. Donc ça c'est le premier enseignement et c'est pour ça qu'on s'intéresse d'ailleurs à eux parce que comme ils n'ont pas le droit d'y être, ce sont un peu des passagers clandestins des réseaux sociaux et donc on a envie de voir un petit peu comment ça se passe pour ces enfants. Malgré tout, on voit dans votre étude que l'usage des réseaux sociaux chez les jeunes a évolué, notamment ils sont de moins nombreux sur ces plateformes. C'est la surprise de cette année. Honnêtement, on ne s'y attendait pas vraiment. Tous les ans, depuis 8 ans qu'on fait cette étude, on avait vu une croissance plus ou moins régulière du nombre d'inscrits, de l'usage de manière générale, et même avec une accélération au moment du Covid. Et cette année, c'est la première fois qu'on voit une inflexion et assez nette du nombre d'enfants qui déclarent utiliser régulièrement une des plateformes sociales qu'on leur
soumet. Et donc là, c'est une surprise. Alors une surprise qui est plutôt dont on se réjouit un peu parce qu'on est là aussi pour pour montrer cette réalité pragmatique d'un usage qui n'aurait pas lieu d'être, qui n'a pas lieu d'être. Et cette fois-ci, donc ça baisse. Et toute la question, c'est pourquoi est-ce que ça baisse? Et deuxième question, est-ce que ça va perdurer? Ça, on ne peut pas y répondre encore aujourd'hui. Et bien justement, vous me lancez sur la prochaine question. Qu'est-ce qui explique justement cette nette baisse de l'usage des réseaux sociaux chez les enfants? Alors, il y a plusieurs hypothèses. La première interprétation, plutôt, c'est de se dire que, en fait, tout le monde dit que les enfants ne doivent pas y aller. C'est un climat généralisé auprès à la fois des médias, des parents, des institutions. Je veux dire, les institutions, quand je parle des institutions, c'est à la fois l'État qui met en place des règles, des lois qui sont de plus en plus restrictives pour qu'elles s'appliquent auprès des plateformes. Notamment, c'est la question de l'autorisation parentale d'usage des réseaux sociaux entre 13 ans et 15 ans, qui a été donc votée au Sénat en juillet dernier. Et par ailleurs, donc aussi un climat généralisé des institutions avec, par exemple, les CPE des collèges qui vont dire ça ne sert à rien d'aller sur les réseaux sociaux quand vous avez moins de 13 ans, voire même c'est problématique. Et notamment, les enfants nous expliquent qu'ils sont sensibles aux faits divers dramatiques liés au harcèlement. Et ça peut être l'une des explications aussi qui fait qu'au bout d'un moment, à force de dire qu'il ne faut pas y aller, eh bien, il y a une petite baisse. Enfin, il y a une baisse même, pas une petite. Et justement, les parents, quel rôle jouent-ils dans cette baisse de l'utilisation des réseaux sociaux? Alors nous, on n'interroge malheureusement pas les parents. On ne s'intéresse qu'aux enfants. Mais une chose est certaine, c'est que les enfants, à cet âge-là, donc avant 13 ans, se conforment encore énormément au discours des parents. Et ils vont être dans une forme d'adhésion aux règles. Alors c'est plus ou moins conflictuel, mais de manière générale, ils vont quand même accepter encore à cet âge-là les règles que les parents vont mettre en place. Et j'entends très souvent des enfants, par exemple, qui me disent oui, mais c'est quand même bien d'avoir un contrôle parental. Oui, mais c'est quand même bien d'avoir une limitation de 40 minutes par jour sur mon téléphone, etc. Parce que sinon, je vais m'abîmer les yeux. Parce que, enfin voilà, il y a plein de raisons qui peuvent aussi expliquer cela. Votre étude le montre aussi, les enfants ont pourtant toujours autant envie d'avoir des conversations en ligne, mais ne cherchent plus tellement à être populaires sur les réseaux sociaux, sans doute à cause justement de ces faits de harcèlement qui ont fait l'actualité ces dernières semaines. Alors, il y a ça. Et d'ailleurs, ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas un phénomène qui est propre aux enfants, c'est un phénomène généralisé sur l'ensemble des plateformes. C'est ce qu'on appelle la privatisation de l'utilisation des plateformes sociales. Et même Meta l'explique dans ses différentes conférences quand il indique les différentes tendances. Et donc, chez les enfants, effectivement, il y a une tendance assez forte à vouloir plutôt rester sur des messageries, et notamment certaines messageries où il n'y a pas les parents. Et par exemple, Snapchat, par exemple aussi, une petite fille me racontait, c'était rigolo, moi j'utilise la messagerie Instagram parce que ma mère ne vérifie pas ce que j'écris sur ma messagerie Instagram, vu que j'ai WhatsApp aussi à côté. Ça change tout, effectivement. Voilà. Les enfants ont-ils justement une notion de la vie privée ? Ils ont en tout cas, bien sûr, pas du tout envie d'être contactés par des étrangers, des personnes qu'ils ne connaissent pas, des gens en dehors de leur famille. Ça, il y a quand même de manière générale, c'est un chiffre qui est très rassurant dans notre étude et c'est très stable. 81% des enfants déclarent avoir absolument tous leurs comptes en privé. Et ceux qui n'ont pas tous leurs comptes sociaux en privé, c'est principalement des comptes qui sont liés à YouTube et qui sont des comptes de garçons. Les filles font beaucoup plus attention là-dessus et c'est pour les plus vieux, c'est-à-dire les 12 ans, pas les 11 ans. Donc voilà. Donc il faut se rassurer de manière générale. La grande majorité des enfants sont en compte privé, bien sûr, et aussi ont un nombre d'amis assez limité. C'est autour de 80% aussi qui vont avoir moins de 50 amis. Est-ce qu'ils font aussi attention à ce qu'ils postent ? Pas trop de photos d'eux-mêmes, de photos dénudées parfois aussi ? Alors, ça on n'est pas... ce qu'ils vont partager, c'est plutôt... souvent, c'est leur coupe de cheveux. C'est un classique. D'accord. La coupe de cheveux en sortant de chez le coiffeur. Voilà, et puis après, il y a en fait, ce qui va se passer dans les partages, souvent, en termes de récurrence, ils font les Snapflam. Je ne sais pas si vous voyez sur Snapchat, l'obligation de s'envoyer un message tous les jours pour garder ce lien numérique avec ses amis et de faire augmenter son compteur de Snapflam. Et ça, c'est des messages photos qu'ils envoient et en fait, ils prennent n'importe quoi, une photo de leur chambre, etc. Juste pour pouvoir maintenir ce lien numérique qui est un lien qui matérialise cette amitié qu'ils ont avec un ami, une amie.
Ça peut aussi avoir... Enfin, je ne connaissais pas du tout ça. Je ne sais pas si Jeanne connaissait non plus. Je n'ai jamais déclaré ma Snap Flamme. C'est aussi un danger vis-à-vis de l'addiction aux écrans. C'est ça. Ça vous encourage à utiliser, c'est ça, Snapchat très régulièrement? C'est ça le but de cette fonctionnalité. Le but de cette fonctionnalité est là pour capter les utilisateurs et faire en sorte qu'ils l'utilisent tous les jours. Mais aussi, ça répond à un besoin des jeunes d'avoir une réassurance tous les jours que telle personne est toujours leur ami. Parce qu'ils ont besoin de cette proximité-là et de cette réassurance-là. Ça brouille les frontières, justement, les réseaux sociaux, entre les amitiés réelles et les amitiés en ligne? Forcément, toujours un petit peu. Après, les enfants sont intelligents et se rendent compte, j'ai des témoignages par exemple d'enfants qui me racontaient, voilà, il y a un Discord, je me suis rendu compte qu'il y avait des enfants, des personnes que je ne connaissais pas, je suis parti. Voilà. Ils sont quand même de plus en plus sensibilisés. Ça, c'est une des évolutions qu'on a pu observer depuis 8 ans. Ça en fait partie, une plus forte sensibilisation. Et ces résultats cette année montrent probablement que c'est le résultat aussi de cette sensibilisation qui s'est massifiée, démocratisée et a touché donc les enfants et les parents. Justement, comment on les touche, les enfants, les parents? C'est à la fois un travail qui est censé être fait par l'école, les parents par la sensibilisation dans les médias aussi. Est-ce que vous voyez aujourd'hui de plus en plus de canaux qui s'ouvrent sur la sensibilisation, sur l'utilisation aussi des réseaux sociaux et leurs dangers auprès des enfants? Il y a bien évidemment des effets médiatiques, on en parle, à l'occasion malheureusement de faits divers, mais aussi il faut expliquer le fait que dans les collèges, dans les écoles, la question des écrans est beaucoup plus présente, clairement. Les enseignants envoient des messages de sensibilisation, les CPE, etc. Donc même s'il y a des injonctions un peu paradoxales là-dessus, parce qu'on leur demande aussi de plus en plus d'être connectés pour aller regarder une vidéo YouTube éducative, pour avoir pronote, ce genre de choses. Donc pour les enfants, c'est pas si évident que ça, et encore moins pour les parents peut-être. Et effectivement, c'est souvent l'objet aussi de grandes discussions, voire de conflits à la maison. Comment les enfants arrivent-ils à gérer le temps qu'ils passent sur les écrans et sur l'utilisation des réseaux sociaux en particulier? Je crois que dans votre étude, on voit qu'un enfant sur 4 estime déjà passer trop de temps sur son téléphone. Oui, alors il y a tout à fait. Il y a aussi un résultat, c'est qu'un enfant sur 2 aimerait pouvoir passer plus de temps. Et oui. et c'est un chiffre qui est en croissance, et on pense que cette croissance est à mettre en perspective avec une augmentation des restrictions parentales. Ils sont plus restreints et donc ils aimeraient en passer plus de temps. Voilà. Ils disent aussi que 20% d'entre eux trouvent que leurs parents passent trop de temps sur leur téléphone portable. Et oui, ils sont lucides. On réplique souvent effectivement les pratiques qu'on voit à la maison. Et dans quelle mesure aussi les parents sont-ils informés de l'utilisation de ce que font leurs enfants sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est le contrôle parental qui est assez efficace? Est-ce que il y a des applications de contrôle parental, mais il y a aussi des parents qui demandent aux enfants l'accès à leur téléphone portable? Complètement. C'est ce que j'expliquais avec cette histoire de messagerie un peu cachée. Après, l'une des matérialisations de ça, c'est aussi une meilleure connaissance des applications de suivi du temps passé. On leur pose la question tous les ans pour savoir le temps qu'ils y passent. Comme on n'a pas accès directement à leur téléphone, on leur pose la question: est-ce que tu connais les applications de temps passé? Si oui, dis-nous combien de temps tu as passé ton dernier jour d'école. Et ça, ce chiffre-là, les enfants qui connaissent ces applications a beaucoup augmenté au fil des dernières années. Alors justement, on va continuer à en parler dans un instant. On va voir aussi quels sont les réseaux sociaux qui sont à la traîne et puis ceux qui montent au contraire dans les taux d'utilisation parmi les enfants. Mais juste avant, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Degnaud. Hold up. Let's pretend we don't exist. Let's pretend we're in Antarctica.
everything inside. Yes, sir. These are all various components. And if we want to learn more about the memory, we can do so. It's a 1.5 terabytes. So we can move around. Here's an example of gravitational fields. The moon is orbiting the Earth using our physics editor. It's all user-generated. And I feel like it's such a great way to, from an educational... It's my life, it's now or... 3, okay, start. I swear if you mess up now. I'm gonna try. Backwards. That's why he's going backwards. So cool. Et on est de retour, toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Emmanuel Berne, directeur des études de l'agence Even. Mais juste avant, Emmanuel, si vous le voulez bien, de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, voyage aux origines de la Terre avec vous puisque vous allez nous parler d'une expérience en réalité virtuelle, pas tout à fait comme les autres. Ça s'appelle Monde disparu, un voyage temporel de 3 milliards d'années, rien que ça, à découvrir au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Absolument, c'est une nouvelle expérience absolument hallucinante qui a lieu donc dans la galerie de minéralogie du Muséum national d'Histoire naturelle à Paris. Son nom, Monde disparu. Son ambition, faire revivre l'histoire de la Terre depuis sa création même au sein de la soupe galactique jusqu'à l'apparition de nos arrière-arrière-grands-parents, les premiers hominidés à fouler le sol de la Terre, mais pas n'importe comment, le tout à la première personne, à travers nos propres yeux, grâce à un dispositif de réalité virtuelle. Cette promesse, elle a été rendue possible, grâce à une collaboration exceptionnelle avec la société Excurio. Excurio, c'est la filiale très culturelle immersive du studio de VR émissive, Éternel Notre-Dame CE, l'horizon de Khéops CE, la numérisation en photogrammétrie des alentours des pyramides, celle du Paris du XIIIe siècle, l'appréhension de l'histoire à travers des points de vue ahurissants, à des échelles qui varient, comme si on était dans Alice au pays des merveilles. Tout ça, c'est eux. Et là, ils se sont attelés justement à ressusciter les mondes disparus. Donc, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une odyssée sur l'histoire de la Terre, mesdames, messieurs. 3,5 milliards d'années en moins d'une heure. C'est leur promesse qui font des visiteurs, des paléonautes. Comme le dit le directeur du Muséum d'Histoire naturelle. Allez, je vous emmène y faire un tour. Imaginez, eh bien, que vous pénétrez le musée d'histoire naturelle et que tous les fossiles soudain se mènent à prendre vie. Bienvenue à bord d'un voyage temporel. 3,5 milliards d'années. Imaginez habiter une Terre hostile. Le ciel est irrespirable à cause des 95% de dioxyde de carbone. Pas une once d'oxygène, d'où la couleur verte de l'eau, où les quantités astronomiques de fer permettent la constitution des stromatolites qui poussent poussivement de quelques centimètres par siècle, accueillant les cyanobactéries sur le point de bouleverser la vie sur Terre. Des yeux se dessinent, des mâchoires brouteuses d'algues, des systèmes digestifs de détritivores distribuent les rôles, qui le méchant, qui le mangeait, jusqu'au règne des géants, des ichtyos, des ptéros, des brontos, de tous les ors qui ont disparu il y a 66 millions d'années pour que survivent les espèces arboricoles aux pousses opposables qui allaient former la sève de nos ancêtres. Ce voyage, c'est celui des mondes disparus. Et c'est une somme de travail pharaonique aussi, j'imagine, pour arriver à un tel résultat. Oui, forcément. Pour recréer ces mondes, eh bien, les équipes d'Émissive, elles ont été en lien direct avec le muséum pendant 6 mois. C'est au muséum 30 chercheurs et une illustratrice qui donc vont des paléontologues jusqu'aux paléobotanistes, en passant par les spécialistes de l'évolution. Côté Émissive, c'est une équipe de 40 personnes. Alors, on a des scénaristes, on a des 3Distes, on a des sound designers. Tout ça pour recréer une centaine de végétaux, mais aussi plus de 120 espèces animales sur plus de 2000 mètres carrés de paysages à explorer pour le paléonaute que nous sommes. Le responsable des galeries du muséum, monsieur Cyril Roquet, m'a expliqué le processus. On l'écoute. On a fait appel à une vingtaine de paléo-anthropologues qui sont ici au jardin et qui ont renseigné en fait tous les éléments, mais de manière très très précise, puisqu'il y a à la fois bien sûr la faune, mais aussi la flore.
La forêt du Carbonifère, par exemple, comment était-elle? On peut se projeter à partir des éléments fossiles dont on dispose. Alors, pour reprendre effectivement les mots de Cyril Roguet, je vous retourne la question. Jeanne, comment peut-on se projeter à partir des seuls éléments fossiles dont on dispose aujourd'hui? Pour les 45 minutes d'expérience, en fait, ce sont évidemment des décennies de recherche à partir de traces infimes, fossiles et le croisement de nombreuses spécialités scientifiques. Si on reprend l'exemple que Cyril Roguet utilise du Carbonifère, autour de 300 millions d'années, le comité de chercheurs s'est en premier lieu inspiré des espèces végétales actuelles pour plaquer certaines caractéristiques sur des espèces plus anciennes. Tout en croisant ces hypothèses avec d'autres domaines où, si vous voulez, on étudie on étudie en fait de quoi sont faites les fossiles de plantes, et on se rend compte que c'était riche en chlorophylle, et donc on va leur attribuer la couleur verte. Il y a d'autres disciplines comme la physico-chimie, par exemple, qui permettent de répondre à la question dis maman, de quelle couleur était l'océan il y a 3 milliards d'années? Riche en fer, et dans une atmosphère sans oxygène, on pensait évidemment qu'il était de couleur verte. Et ce qui est bien, c'est que les questions, elles sont absolument infinies. Par exemple, mais de quelle couleur, papa, étaient les animaux? L'étude de certains fossiles d'oiseaux datant de 47 millions d'années permettent de voir des patrons de coloration où apparaissent distinctement des bandes ou des taches. On peut se demander aussi, mais on entendait quoi il y a, 100 millions d'années? On suppose, des claquements de mâchoires offensifs, des bruissements d'ailes en fonction de l'envergure, de la taille de l'aile, du poids, des matières qui sont présentes. On ajoute un peu de bruit de vagues, quelques insectes géants et le bruissement des feuilles, et on arrive à une création 360 degrés. Alors justement, à partir de tout ça, comment on en arrive à une version VR? Tout ça, si vous voulez, dans tout ça intervient le travail de la magicienne Charlène Le Teneur, qui est au Muséum d'histoire naturelle, avec son patrimoine, en fait, tout droit sorti d'une planche d'encyclopédie. Elle s'occupe d'être illustratrice scientifique. Donc, à partir de squelettes, d'ossements, elle va réinventer un visage de Darwinius, un de nos plus anciens cousins primates, le saillement d'une pommette d'Eurohippus, un cheval de la taille d'une taupe, ou la colorimétrie d'un gastorniste, cette espèce de gros piaf qu'on voyait là, avec son look de dinosaure. Et c'est notamment, en fait, grâce à son travail qu'ont pu travailler les 3Distes immersives et tous les graphistes et les designers, qui, non contents d'avoir déjà réalisé cette espèce d'épopée formidable, ont voulu l'expérience collective, c'est-à-dire grâce à une technologie de free roaming en colocalisation, notamment la seule à permettre à un grand nombre de personnes de vivre ce type d'expérience ensemble, jusque 100 personnes simultanément, c'est un record. Eux, ils ont vraiment voulu répondre à cette devise du muséum qui est émerveillé pour instruire, émerveillé devant le fait que le vivant, il est partout, il est là tout le temps, sous toutes les formes possibles, les plus biscornues, les plus inattendues. C'est jusqu'au 16 juin. Alors d'habitude, je dis d'aller aux événements dont je parle parce que ça fait bien, mais là, je le dis du fond du cœur, allez-y. Merci. Vous avez vu, elle est passionnée, elle s'appelle Jeanne Dreyfus. Merci infiniment pour cette chronique. Et puis nous, on va commencer dans la deuxième partie du talk à parler aussi de l'utilisation des réseaux sociaux, lesquels justement sont le plus utilisés par les jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait leur différence? On en parle tout de suite dans la deuxième partie du talk. Alors que le gouvernement s'attelle à lutter contre le cyberharcèlement, les ados sont moins scotchés aux réseaux sociaux que les années passées. Et c'est une première, effectivement. On continue d'analyser les comportements des enfants en ligne avec Emmanuel Berne, directeur des études de l'agence Even. Emmanuel, une autre question pour vous. Si tous les réseaux sociaux, on l'a vu avec vous en première partie, sont à la traîne, 2 applications connaissent en revanche une popularité croissante parmi les jeunes. Parmi eux, BeReal et WhatsApp. Qu'est-ce qui fait justement leur différence ? Je vais juste revenir d'abord sur un point. Certes, c'est la première fois qu'il y a une baisse, mais on dit d'abord et avant tout que 71% des enfants sont sur les réseaux sociaux et ne devraient pas y être. Donc, on est tous un peu contents qu'il y ait une diminution, mais ça reste un usage qui est très majoritaire au sein des enfants. Effectivement, WhatsApp, c'est la première fois qu'on observe finalement une application qui vient des adultes et qui redescend chez les enfants. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. TikTok, c'est des enfants même très très jeunes qui étaient sur Musical.ly
s'allie et TikTok aujourd'hui touche une population de plus en plus âgée. WhatsApp, c'est un peu l'inverse. C'est les parents qui sont rassurés sur WhatsApp. C'est une application qui n'est pas générationnelle en tant que telle, qui est plutôt, on va dire, fonctionnelle. Et donc, par conséquent, elle va redescendre auprès des enfants et c'est ce qui s'est passé. Et puis, BeReal. Alors, tout le monde ne connaît pas BeReal. Pour expliquer rapidement le concept, c'est on va recevoir une notification une fois dans la journée et on va devoir prendre une photo dans un laps de temps très réduit. Ce qui induit un côté très ludique, très authentique et un côté éphémère, ce qui correspond tout à fait aux usages et aux attentes des plus jeunes. Voilà. Et c'est une application française d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Après, ça reste une application, voilà, on est autour de 5% d'utilisation, donc ça reste mineur par rapport aux grandes applications, mais c'est vrai que c'est la seule application dont on a observé vraiment une augmentation de l'usage cette année. Et justement, au contraire, parmi ces grandes applications, vous parlez de Facebook, qui est décidément, ça y est, boudé des jeunes, la plateforme ne plaît plus du tout. Alors, ça fait 8 ans qu'on fait cette étude, et donc on a pu observer voilà, la disparition progressive de Facebook parmi les plateformes utilisées par les plus jeunes. Et à un moment donné, Facebook est devenu la plateforme des parents, puis après la plateforme des grands-parents. Et voilà, donc aujourd'hui, Facebook, effectivement, ne fait plus du tout partie des applications qui sont désirables pour les enfants. Et là, pour une raison assez claire, c'est que leurs parents y sont, leurs grands-parents y sont, comme ils l'ont dit. Question de génération, effectivement. Voilà, c'est une application. Alors après, peut-être demain, Facebook réussira à on va dire, à obtenir comme ce WhatsApp, on va dire, un statut plus fonctionnel. Voilà, on ne sait pas, mais en tout cas aujourd'hui, effectivement, Facebook n'attire absolument pas les plus jeunes. En tout cas, en attendant, quand ils ne sont pas sur les applications de messagerie, c'est sur les jeux vidéo en ligne que les enfants se trouvent, qui sont plébiscités aussi pour passer du temps en ligne avec leurs amis. Parmi eux, 48% d'entre eux, en hausse de 13% par rapport à l'année dernière. À quel type de jeu jouent-ils ? Alors oui, on leur a posé la question de savoir s'ils veulent discuter avec leurs amis, où est-ce qu'ils vont aller. Et là, on se rend compte qu'il y a les applications de messagerie qui sont numéro 1, et deuxièmement, les jeux vidéo. Et ça, c'est un comportement qui est absolument spécifique aux enfants. Qui, parmi les adultes, va se dire si j'allais jouer à Fortnite pour discuter avec mes amis. Non, ça, c'est vraiment un usage qui est très spécifique aux enfants. Et sur quelle plateforme ils vont rencontrer leurs amis. Notamment, voilà, il y a Roblox, qui est vraiment une plateforme extrêmement populaire auprès des enfants. Et il y a aussi un peu Fortnite, même si voilà, on entend des choses sur Fortnite. Et ce qu'il faut voir, c'est que sur ces applications-là, parmi les plus jeunes, ils vont avoir un jeu un peu à la Sims. Ils vont jouer des rôles. On appelle ça des RP. Ils vont jouer, voilà, des amourettes, des aventures, voilà. Et ils vont faire des voix, enfin voilà. Une sorte de vie parallèle quelque part. Ouais, on peut dire ça. Un peu jeu à la poupée virtuelle, on va dire. Un autre chiffre interpelle. Une large majorité, 83% des moins de 13 ans, déclarent ne pas suivre de marque sur les réseaux sociaux. 54% d'entre eux trouvent aussi qu'il y a trop de publicité sur ces plateformes. C'est 20 points de plus qu'il y a 3 ans. Comment ça s'explique ? Alors, je pense qu'il y a plus de publicité. Et notamment sur TikTok. C'est ça qui est intéressant, c'est que la régie publicitaire de TikTok a augmenté, on va dire, son assise sur le marché. Et donc, par conséquent, objectivement, il y a plus de publicité sur les plateformes qu'ils fréquentent. Pour rappel, c'est très bien que voilà, les enfants ne suivent pas de marques. Ils n'ont pas le droit d'être sur les réseaux sociaux. Donc, ils n'ont a fortiori pas le droit de suivre des marques sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et donc, ils sont, voilà, là, encore une fois, ils voient bien les choses qui se passent. Pour la première fois aussi, vous avez fait un focus sur l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup cette année et l'utilisation notamment qu'en font les jeunes, notamment avec ChatGPT. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en sort qu'ils sont attirés par la possibilité de faire ses devoirs par une intelligence artificielle. C'est l'usage numéro 1 qu'ils m'ont indiqué. Ils en ont tous entendu parler. Voilà, un enfant m'a dit lors des entretiens qualitatifs que nous avons réalisés qu'il avait généré un poème et qu'il avait eu plutôt une bonne note via une intelligence artificielle. Après, voilà, il faut raison garder. L'usage n'est pas récurrent. C'est-à-dire ils l'ont tous testé. Enfin, ces 40% connaissent et l'ont testé aussi. Ça reste encore minoritaire, mais voilà, ils en ont tous entendu parler en revanche. Et ce qu'on a voulu explorer avec ces questions sur l'intelligence artificielle, c'est l'accessibilité à ces intelligences artificielles génératives à partir des réseaux sociaux des enfants. Et notamment, on voulait pointer du doigt la présence de la fonctionnalité MyAI sur Snapchat, qui fait que c'est un bot accessible directement dans sa messagerie. Donc on peut choisir de parler à ses amis ou de parler avec une intelligence artificielle générative directement sur Snapchat. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est accessible aux enfants que la très très large majorité des parents et des adultes n'ont pas. Et voilà, donc ça pose des questions sur l'accessibilité de ça.
Ils l'utilisent? Alors, ils ont tous ceux qui ont Snapchat, oui, ont vu la notification officielle de Snapchat. Ils connaissent tous Maya.ai et ils l'ont testé. Après, est-ce qu'ils l'utilisent tous les jours? Non, la réponse est non. Alors, très clairement. Une question pour les parents qui nous regardent, justement, ça sert à quoi Maya.ai? C'est une sorte de copain virtuel avec qui on peut échanger? C'est exactement comme ChatGPT, sous la forme d'un bot qu'on peut personnaliser et avec lequel on peut discuter. Moi, par exemple, pour faire mes tests, j'ai posé la question quelle basket à moins de 50 € me conseilles-tu pour aller au collège? Voilà. D'accord. Et il m'a répondu en me donnant aussi un lien sponsorisé dans la discussion. Évidemment, c'est justement le sujet dont on va parler dans un instant. Les jeunes sont aussi de plus en plus nombreux à s'informer sur les réseaux sociaux. Quelles en sont les raisons? C'est parce que c'est plus simple? C'est parce qu'ils lisent de moins en moins aussi? Alors, sur l'information, c'est pas un sujet sur lequel on a une vision très claire. Une chose est certaine, c'est que effectivement, ils passent beaucoup de temps. D'ailleurs, la première application sur laquelle ils passent le plus de temps, ou en tout cas dont ils ont l'usage le plus régulier, tel qu'on a formulé la question, c'est YouTube. Et donc YouTube, les réseaux sociaux sont des lieux sur lesquels ils peuvent avoir accès à des informations et ils ont juste à se connecter pour avoir ces informations et ne pas faire la démarche d'aller sur un média rechercher des infos. Ont-ils pour autant conscience que les informations qu'ils y trouvent et qu'ils consomment ne sont pas toujours vérifiées? Vous parliez effectivement dans Snapchat de ces liens sponsorisés publicitaires. On sait que c'est aussi le cas parfois pour les informations que consomment les enfants. Est-ce qu'ils en ont conscience? C'est un peu compliqué. En tout cas, en termes de publicité, ce dont ils ont le plus conscience, c'est les contenus sponsorisés via les influenceurs. Tous les autres formats, c'est plus difficile d'avoir une vision. En tout cas, sur les enfants qu'on interroge, très clairement, il y a un manque d'éducation à l'identification de la publicité. Des chiffres encourageants, en tout cas, pour la santé mentale des enfants et puis une prise de conscience aussi sur leur utilisation des réseaux sociaux. Est-ce que c'est un effet saisonnier ou une tendance durable? On vous donne rendez-vous en 2024 avec Emmanuelle Bern, justement, avec un changement cependant majeur. La prochaine étude portera sur les moins de 15 ans et non sur les 13 ans, à la suite, vous le disiez en début d'émission, de la proposition de loi sur la majorité numérique qui a été votée cet été par le Parlement. Merci en tout cas encore à vous, Emmanuelle Bern, directeur associé et directeur des études de l'agence Even, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi à Jeanne Dreyfus, notre chroniqueuse du jour, d'avoir été là. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Bye.